Merci beaucoup pour cette invitation. Et je n'aurais effectivement pas souhaité manquer cette occasion de venir discuter sur les nouvelles thérapeutiques dans le cancer du sein. Donc je focaliserai surtout mon exposé sur quelques nouvelles molécules qu'on est amené à utiliser dans le cancer du sein et effectivement ce que ça peut impacter sur les problèmes de tolérance donc sur ces nouvelles thérapeutiques. Bon, vous savez qu'on a de plus en plus de nouvelles molécules ciblées dans toutes les pathologies tumorales et le cancer du sein également en bénéficie. Et que ce mouvement, alors on peut quand même plutôt s'en réjouir, accéléré au cours de ces dernières années. Mais dans les thérapies ciblées, le premier, et je prendrai un peu le pendant de l'exemple de Stéphane Oudard pour le cancer de la prostate, eh bien, nous avons exactement la même chose pour le cancer du sein. Et donc, M. Bitson a été le premier à montrer, après avoir testé ça sur des brebis, qu'en faisant une castration, là aussi, donc une ovariectomie chez des femmes qui présentaient des cancers du sein métastatiques, eh bien, effectivement, cette privation hormonale pouvait entraîner une réponse tumorale au niveau des maladies métastatiques. Transitoire malheureusement, mais ça a été le premier rationnel sur l'utilisation d'une hormonothérapie, puis c'est la chimie avec des médicaments comme le tamoxifène qui ont permis d'obtenir réellement une hormonothérapie. Et dans le taux de guérison maintenant du cancer du sein, effectivement, il y a beaucoup de discussions par rapport au dépistage, à la mammographie, mais ce qui clairement a aussi contribué énormément à l'augmentation des taux de guérison, c'est les traitements adjuvants. Et dans ces traitements adjuvants, l'hormonothérapie adjuvante, reposant d'abord sur le tamoxifène, puis maintenant de nouvelles générations de traitements anti-hormonaux, est clairement quelque chose qui a une part majeure dans ce succès thérapeutique. Alors, dans les cancers du sein, effectivement, maintenant, on les classe en différents types, mais pour faire court, il y a la grande majorité des cancers du sein sont ceux qui sont sensibles aux influences hormonales, donc qui ont des récepteurs hormonaux. On les appelle les formes luminales, et dedans, il y a les formes les plus tranquilles, peu proliférantes, les formes luminales A. Elles expriment fortement les récepteurs hormonaux, elles prolifèrent peu. Et celles-ci, effectivement, elles ont généralement un bon pronostic, ou même quand elles sont à un stade avancé, elles vont évoluer de façon très, très lente, et elles vont généralement bien répondre à l'hormonothérapie. Et puis il y a des formes intermédiaires, ce qu'on appelle les formes luminales B, elles sont sensibles aux influences hormonales, mais celles-ci peuvent être beaucoup plus proliférantes et ont un pronostic souvent plus réservé. Et c'est celle-là qui nous pose beaucoup de problèmes dans les décisions, et en particulier dans les traitements adjuvants sur ce qu'il faut faire à titre préventif. L'entité HER2+, une quinzaine de % des cancers du sein, ça par contre là on a, et c'est ce dont je vais vous parler, franchement des changements dans la prise en charge de ces maladies avec des thérapies ciblées, et la plus connue est le trastuzumab, c'est-à-dire l'herceptine. Et ce qui nous reste toujours, c'est notre boulet, c'est vraiment ça qui est difficile. Les formes dites triple négatives, et c'est toujours une discussion vis-à-vis des patientes, ce côté péjoratif, je suis une triple nulle, vraiment, pourquoi docteur, c'est pas, faut trouver un autre nom, parce que franchement, il n'y a pas de raison de me donner ce qualificatif, mais c'est par défaut, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'expression des récepteurs hormonaux, il n'y a pas de surexpression d'HER2, et effectivement, le seul traitement, c'est la chimiothérapie conventionnelle qui reste encore prédominante dans la prise en charge de ces patientes. Alors, pour aller sur deux nouveaux médicaments qui sont entrés dans notre arsenal, c'est d'abord les tumeurs qui expriment les récepteurs hormonaux, donc les tumeurs ER+, œstrogène récepteur positive. Et un moyen d'agir maintenant quand l'hormonothérapie classique ne fonctionne plus, c'est d'essayer d'inhiber d'autres voies de transduction du signal. Parce qu'effectivement, les récepteurs aux œstrogènes, si on les bloque, on va pouvoir effectivement empêcher la prolifération cellulaire, mais même si on bloque cette voie des récepteurs aux œstrogènes, il peut y avoir d'autres voies de transduction du signal qui peuvent être activées, et en particulier la voie AKT-mTOR, qui peut être activée et permettre la prolifération cellulaire. Et donc, un moyen de bloquer cela, ça va être d'utiliser d'autres molécules qui vont bloquer cette voie. Et en particulier, la cible va être mTOR, la Mammalian Target of Rapamycin, donc de ces drogues venant de l'île de Pâques lointaine, qui ont montré qu'on avait une cible particulièrement intéressante pour bloquer la prolifération cellulaire. Alors, on a d'abord utilisé un médicament qui est passé maintenant donc, en pratique courante, qui s'appelle l'Everolimus, qui était déjà utilisé largement par nos collègues qui prennent en charge les cancers du rein.
qui est donc l'Afinitor, et on a utilisé ce médicament pour essayer de rendre à nouveau sensibles les tumeurs du sein sensibles à l'hormonothérapie. Donc on a pris des femmes qui avaient un cancer du sein métastatique, qui avaient déjà été exposées à un premier traitement d'hormonothérapie, des femmes après la ménopause, et donc qui recevaient le traitement de référence pour des femmes après la ménopause, ce qu'on appelle des inhibiteurs de l'aromatase, donc soit du létrozole, soit de l'anastrozole, c'est-à-dire du Femara ou de l'arimidex. Et on a comparé une autre hormonothérapie, un autre inhibiteur de l'aromatase, l'exemestane, seul, avec placebo, soit avec cet everolimus. Et donc ce que ça a montré, de façon tout à fait spectaculaire, c'est que sur la survie sans progression, on a effectivement eu un gain tout à fait significatif dans le contrôle de la maladie. On est passé de 4 mois à presque 11 mois de survie sans progression de la maladie avec ce type de thérapeutique. Et c'est ça qui a justifié qu'on donne son AMM spécifiquement, alors que le produit était déjà disponible pour d'autres choses, pour la prise en charge du cancer du sein métastatique. Cependant, ce qui calme toujours un petit peu l'enthousiasme, c'est qu'au final, est-ce qu'on considère que cette modification simplement de la survie sans progression justifie l'utilisation de ce produit, les coûts et les effets secondaires dont on va parler? C'est peut-être plus discutable parce qu'au final, la survie globale, pour le moment, n'est pas différente. Et donc, même s'il y a une tendance, elle n'est pas significative. Et donc, c'est toujours le débat pour le cancer du sein métastatique. Certes, on peut avoir plusieurs lignes de traitement après un premier échappement. Donc, est-ce que ça finit par se diluer, ces possibilités de rattrapage? Et donc, finalement, il peut y avoir un bénéfice pour la patiente, mais ça ne se traduit pas au final par un bénéfice sur la survie globale. Mais c'est quand même souvent le critère qui reste en définitif celui qu'on va utiliser pour vraiment décider qu'un produit a un intérêt pour les patients. Et le problème avec ce médicament, certes efficace, c'est la gestion des effets secondaires. Et des effets secondaires qui nous, quand on s'occupe des cancers du sein, on est habitué effectivement à gérer les effets secondaires de la chimiothérapie ou de certains anticorps, mais c'était des choses un peu nouvelles pour nous, et en particulier donc des effets secondaires particulièrement importants à type de stomatite, donc de mucite plus ou moins intense, de rash, de fatigue, de diarrhée, et puis surtout d'anorexie, donc avec des amaigrissements parfois non négligeables. Et puis la voie mTOR, je vous rappelle, est impliquée dans la régulation de la glycémie et du métabolisme glycémique, et donc on va avoir parfois des hyperglycémies et des compensations de diabète qui sont possibles sous ce type de traitement. Et donc, pour vous donner des exemples de ce qu'on, tout à coup, il va falloir bien prévenir les patients de ce genre de désagréments. Ça va être des problèmes donc, de stomatite, parfois extrêmement douloureux, très gênant pour l'alimentation, déjà dans un contexte éventuellement d'une certaine anorexie. On a parfois des amaigrissements tout à fait conséquents sous ce type de traitement. Et puis c'est quelque chose qui apparaît très vite. Et là, vous avez la courbe d'apparition de ces mucites. En fait, c'est dans le premier mois quasiment que ça va s'installer. Et donc, la gestion des effets secondaires, d'une manière générale, de ce type de médicament, c'est vraiment dans les premières semaines qu'on va voir apparaître le maximum des effets secondaires. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, de travaux qui ont été faits pour essayer de voir comment on peut gérer cette stomatite. Bon, si elle est modérée, c'est simplement des bains de bouche simples avec du sérum Phi tout simplement, sans forcément de bicarbonate. Mais dès que ça devient symptomatique, eh bien, ce qui est le plus efficace, une fois qu'on a éliminé les problèmes de surinflexion virale ou fongique, en fait, c'est surtout un traitement à base de corticoïdes qui va être le plus efficace sur ces mucites, soit en bain de bouche, soit en application locale, en crème qu'on va pouvoir appliquer éventuellement directement sur ces aftes. Et puis, si ça devient trop important, c'est clairement l'arrêt du traitement, l'arrêt de la thérapeutique, attendre de la cicatrisation et reprendre le traitement. Et là, maintenant, c'est bien codifié, c'est-à-dire reprendre à dose réduite, avec même tout un débat de savoir s'il ne faut pas commencer tout de suite d'emblée avec la dose réduite, mais on n'a pas la démonstration qu'on va avoir strictement la même efficacité, et donc ça reste encore quelque chose, là aussi, de débattu, de savoir quelle est la gestion optimale en termes de dose. Et puis effectivement, si les symptômes sont trop importants, ce sera l'arrêt définitif de ce traitement, mais c'est vraiment quelque chose qui est à gérer initialement dans la prise en charge de ces patients. Et puis, une autre chose, ça va être des pneumopathies interstitielles, heureusement le plus souvent asymptomatiques,
donc hors tout contexte infectieux, hein, donc avec l'apparition de ces symptômes. Et là aussi, c'est quelque chose de relativement précoce, mais ça peut être quand même malgré tout retardé. C'est moins rapide. On peut voir déjà des premières choses sur les 2 premiers mois, mais là, à la différence de la mucite, une fois qu'on a passé le premier cap de la mucite, on peut avoir quand même ces images pulmonaires apparaître. Dans la grande majorité des cas, ça va être totalement asymptomatique, une découverte sur le plan radiologique. Mais si ça devient symptomatique, hein, donc avec un retentissement sur le plan respiratoire, là, c'est arrêt complet du traitement. Si c'était juste quelque chose de faiblement, quelque chose qui a été simplement diagnostiqué sur la radio, mais sans retentissement particulier sur la vie quotidienne, à ce moment-là, après amélioration, on peut réintroduire là aussi le traitement. Mais c'est sûr que c'est toujours quelque chose de relativement inquiétant et plus difficile à faire. La stomatite, ça va être douloureux, mais sans forcément conséquences plus graves que ça et avec une maîtrise plus facile. On est toujours effectivement beaucoup plus circonspect sur les réintroductions de traitement lorsqu'il y a ces signes de pneumopathie. Et heureusement de façon rare, mais on peut avoir effectivement quand même des complications réellement aiguës avec nécessité d'une corticothérapie à bonne dose pour pouvoir améliorer ces patients et passer un cap aigu. Il peut y avoir aussi quelques éruptions liées à ces traitements qui là aussi vont plutôt être traitées par une corticothérapie dans un certain nombre de cas. Ça, c'était plus pour vous donner un exemple. On a repris une série de patients sur plusieurs institutions pour voir si c'était vraiment la vraie vie par rapport à ce qui était décrit. Et effectivement, en reprenant une série de patientes traitées, plus d'une centaine, eh bien, on retrouve ce qui est déjà décrit dans la littérature, c'est-à-dire que la toxicité liée aux médicaments va quand même arrêter le traitement dans 20% des cas, ce qui est quand même assez considérable pour une thérapie dite ciblée et pour laquelle on a souvent l'image que ça va être mieux supporté. Mais c'est surtout pour faire passer le message que ces thérapies ciblées ne signifient pas, loin de là, traitement forcément facile à gérer et mieux supporté pour tous les patients. Et on va retrouver les mêmes effets secondaires, fatigue, stomatite, rash, perte de poids, diarrhée, que l'on retrouvera, qui sont vraiment les éléments les plus classiques dans ce type de série et entraînant donc des arrêts de traitement. Une autre classe thérapeutique maintenant qu'on va apprendre à gérer, parce que ces médicaments ont eu leur AMM aux États-Unis, c'est en attente en Europe, en tout cas sur la France, sur les problèmes de remboursement. C'est toute une classe de médicaments qui sont donc des inhibiteurs des cyclines dépendantes kinases, c'est-à-dire qu'on va agir directement sur le cycle cellulaire. Et ces protéines, ces enzymes qui sont impliquées, donc justement ces cyclines qui sont impliquées à certaines étapes clés du cycle cellulaire, en tout cas au moment du passage de la phase G1 à la phase S, un point de non-retour dans l'enclenchement du processus mitotique, eh bien, en bloquant ces molécules par des thérapies ciblées, donc qui sont des petits traitements sous forme orale, on va avoir un effet donc, de blocage de la prolifération cellulaire. Et par certains côtés, on a des choses, même si ça paraît de la thérapie ciblée, des choses qui sont relativement proches d'agents qui jouent sur la mitose, sur la prolifération cellulaire, c'est-à-dire notre vieille chimiothérapie. Hein, finalement, les choses ne sont pas si différentes, même si, vous allez voir, le profil de tolérance n'est pas exactement le même. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont été menées, des phases 2 randomisées, et surtout, ce dont je voulais vous parler, c'est la plus récente, donc présentée par Nicolas Turner, donc c'était à l'ASCO, et ça a été publié dans la foulée dans le New England donc cette année. C'est donc l'utilisation d'un de ces inhibiteurs de cycline dépendante kinase qui s'appelle le palbociclib. Et donc cet essai Paloma 3 visait à comparer chez les patients qui avaient déjà progressé sous une première ligne d'hormonothérapie, donc par généralement un inhibiteur de l'aromatase au cours du traitement adjuvant ou sous traitement pour une première ligne de cancer du sein métastatique. Une autre hormonothérapie qui s'appelle le fulvestrant, le Faslodex, c'est un anti-œstrogène pur, soit seul avec un placebo, soit la même chose avec ce médicament, le palbociclib, qui va se donner sous forme de comprimé. On donne ça 3 semaines sur 4, hein, donc associé au fulvestrant qui lui se fait en intramusculaire.
Et ce qu'on a constaté, là aussi, c'est sur la survie sans progression, un effet tout à fait important et impressionnant. Hein, donc avec, là aussi, on passe de 4 mois à plus de 9 mois de médiane de survie sans progression, donc un enthousiasme, puisque ça confirmait également une phase 2 randomisée qui avait montré la même chose. Mais là aussi, les autorités américaines ont jugé que c'était suffisant pour pouvoir autoriser sa prescription et sa mise sur le marché et les remboursements pour ce type de médicaments. On reste plus circonspect pour le moment, puisque là aussi, les données en termes de survie globale ne sont pas disponibles encore. Donc on n'a pas cet élément-là. Et la phase 2 randomisée qui avait été utilisée, elle ne montrait pas de différence sur la survie globale. Donc on attend justement le résultat définitif. Donc il est possible éventuellement d'avoir le médicament dans le cadre d'ATU, et puis de nombreux essais d'introduction de ce médicament en première ligne métastatique sont actuellement lancés ou vont apparaître. Et ce qui est assez intéressant dans le profil, là par contre, de tolérance de ce médicament, c'est qu'on va retrouver quelque chose qu'on va avoir avec justement la chimiothérapie, c'est-à-dire toxicité hématologique, hein, et surtout des neutropénies. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, même si on va trouver une augmentation par rapport à de l'hormonothérapie seule, hein, vous voyez, le taux de neutropénie, on passe de 3% de neutropénie à 80% de neutropénie, hein, avec des grades 3, donc des neutropénies parfois sévères, mais le taux de complications infectieuses, lui, est de façon tout à fait intéressante, extrêmement faible. Donc, une baisse du taux de globules blancs, des neutrophiles, mais par contre, une augmentation extrêmement limitée des risques infectieux dans ce contexte. Il n'empêche que c'est effectivement la tolérance hématologique qui reste ce qui est à surveiller en priorité dans le cadre de ce type de traitement. Tout récemment, donc, au Congrès européen, il y a eu des analyses sur la qualité de vie dans cet essai. Et ce que vous avez là, c'est sur le niveau de qualité de vie sur les patients pendant le traitement qui n'avaient pas le palbociclib par rapport à celles qui l'avaient. Ben, effectivement, on retrouve, c'est-à-dire que c'est mieux en ayant une réponse au traitement. On a généralement une amélioration de la qualité de vie si on n'est pas affecté par des effets secondaires majeurs liés au traitement lui-même. Et donc, au final, la balance est tout à fait positive, hein, et en particulier sur l'aspect douleur. C'est quand même aussi le traitement spécifique et souvent quand même le meilleur traitement sur la douleur, en particulier pour les métastases osseuses. Et là aussi, le temps jusqu'à détérioration des scores de douleur, effectivement, a été amélioré par le traitement par le palbociclib par rapport au bras contrôle avec juste une seule hormonothérapie. Alors, si on s'attaque maintenant au traitement des formes HER2 positives, hein, dont j'ai parlé, donc c'est un autre champ où on a des thérapies ciblées. Alors, je vous ai mis volontairement cette diapositive bien chargée, bien compliquée, c'est juste pour montrer qu'il y a une grande multiplicité de cibles potentielles et qu'il y a beaucoup d'imagination et de tentatives qui sont faites, mais heureusement, un certain nombre sont couronnés de succès et on va discuter de 2 médicaments plus récents, donc ce ciblage de l'oncogène HER2. C'est un médicament qui s'appelle le pertuzumab et un autre qui s'appelle le TDM1. Alors, le traitement classique pour le moment dans les formes HER2 positives, qui est connu, ça fait déjà maintenant de nombreuses années que ce médicament est disponible et est intervenu à la fois à la phase métastatique et maintenant à la phase adjuvante et en néoadjuvant, c'est le trastuzumab, c'est-à-dire l'herceptine, et qui est maintenant donc sur le point de passer à des biosimilaires de façon beaucoup plus large, hein. Et donc on voit bien que c'est l'objet aussi des enjeux importants là aussi pour l'utilisation de ce médicament. Mais ce qui s'est perfectionné, c'est que même si on a déjà ce trastuzumab, donc qui va bloquer votre oncogène qui est avec le domaine extracellulaire de ce récepteur, dont on n'a jamais clairement identifié le ligand d'ailleurs, donc le domaine extracellulaire d'HER2 et puis le domaine intracellulaire avec le domaine dit tyrosine kinase, eh bien, ce blocage a montré son efficacité, mais un deuxième anticorps qui va aussi cibler cette partie extracellulaire, qui s'appelle le pertuzumab, donc très proche finalement du trastuzumab, mais va se fixer sur un autre site extracellulaire. Donc, il n'y a pas encombrement stérique, hein, c'est un autre endroit. Et manifestement, l'endroit où ça se fixe semble particulièrement bloquer la relation avec le partenaire naturel d'HER2, qui est son
collègue, le HER3, hein, dans cette famille de récepteurs humains à tyrosine kinase, donc qui est HER3. Et c'est cette dimérisation entre HER2 et HER3 qui semble manifestement particulièrement impliquée dans la transduction du signal. Et donc ce blocage par pertuzumab permettrait d'être plus efficace dans ce blocage de dimérisation. Alors, de façon pratique, ce qui a été montré, c'est que l'utilisation de ce deuxième anticorps avec le trastuzumab plus de la chimiothérapie en première ligne métastatique a été testée dans un essai particulièrement large, important, international, qui s'appelle l'essai Cléopatra. On aime beaucoup les noms féminins, donc on a eu tous les impératrices, les déesses diverses et en tout genre dans tous les essais qui ont été faits dans ces... voilà, donc, voire même les héroïnes d'opéra, enfin il y a de tout. Donc l'essai Cléopatra a testé, donc, vous voyez, 400 patientes dans chaque bras, en première ligne métastatique, une chimiothérapie de docétaxel plus un seul anticorps ou 2 anticorps. Et pour faire la chose courte, là, je passe d'emblée sur la courbe de survie sans progression, puisque là, cette fois-ci, certes, c'était déjà très significatif, mais là, dans le cadre de ce que je soulignais jusqu'à présent pour les autres molécules, là, cette fois-ci, le débat est clos, c'est que là, par contre, on a un bénéfice en termes de survie globale tout à fait net, impressionnant, vous voyez quasiment 16 mois de différence. Et puis surtout pour les gens qui prennent en charge ce type de maladie, ça veut dire qu'on a maintenant des patientes qui ont une maladie métastatique HER2+, vous voyez, où on a une médiane de survie globale de cette population qui affleure presque les 5 ans. On n'est pas loin des 60 mois de médiane de survie. Hein. Et on était déjà habitué, mais c'était quand même une minorité de patientes, mais avoir des patientes qui vivaient au-delà même de 10 ans avec un traitement par Herceptine, par trastuzumab en entretien pour une maladie métastatique. Et donc là, maintenant, on s'attend à avoir des contingents encore plus importants de longues survivantes avec ce type de traitement. Alors on est toujours en train de se dire, est-ce qu'on arrivera un jour à guérir le cancer du sein métastatique, en tout cas des rémissions longues, avec même des situations où on finit par se poser la question d'arrêter le traitement. On ne le fait pas parce que, heureusement, on peut encore se le payer. Je ne sais pas si on pourra toujours, mais on peut en tout cas payer. Et on se dit que tant que ça marche et que c'est bien supporté, on a tout intérêt à continuer. Mais c'est effectivement une des questions qui peut se poser chez certaines patientes. Donc, le profil de tolérance de ce médicament, du pertuzumab par rapport au trastuzumab, est effectivement globalement bien supporté. Les effets secondaires, que ce soit sur le plan cardiaque, sont du même ordre que le trastuzumab. Et en fait, la question qui se pose actuellement, avec un profil de tolérance très bon, c'est plutôt de savoir avec quelle chimiothérapie, c'est-à-dire avec quel taxane on va le combiner pour rendre ça plus tolérable. Et c'est vrai que soit on va utiliser le docétaxel, soit utiliser au contraire le paclitaxel, c'est-à-dire le Taxol, de façon hebdomadaire, ce qui permettrait éventuellement, dans certains cas, d'améliorer le profil de tolérance, de diminuer les neutropénies, puisqu'on l'aura moins avec le paclitaxel hebdomadaire, hein, sur l'aspect tolérance hématologique. Peut-être effectivement une augmentation des neuropathies périphériques, mais c'est plutôt son partenaire chimiothérapique qui pose des problèmes plus que l'anticorps lui-même. Et puis, dans le changement des AMM, traitement, donc, puisque là, on l'a maintenant en première ligne métastatique, et uniquement en première ligne métastatique, c'est carrément aussi dans le traitement dit néoadjuvant, c'est-à-dire sur une tumeur en place. Ça a été le fruit d'un essai dit Néosphère, où on a testé, sur des tumeurs en place HER2+, la chimiothérapie avec le trastuzumab, la chimiothérapie avec les 2 anticorps, juste les 2 anticorps, pas de chimio, hein. Ils l'ont fait, et la chimio plus le pertuzumab seul. Bon, quand même, après l'intervention, il y avait forcément la reprise de la chimiothérapie, même dans le bras qui n'avait pas eu dans la chimiothérapie, mais juste les anticorps derrière, à la phase adjuvante. Et de façon tout à fait intéressante, ce qu'a montré cette étude, c'est qu'on avait, avec les 2 anticorps, une augmentation tout à fait significative du taux de réponse. Bon, je pense que j'ai laissé la diapositive majeure. Bon, bah, c'est très bien. Bon. La diapositive majeure qui montrait donc que les 2 anticorps ensemble faisaient clairement mieux en termes de réponse complète histologique, donc par rapport à un seul anticorps. Et surtout, ce qui était tout à fait nouveau, c'est que 2 anticorps tout seuls pouvaient entraîner une réponse histologique complète dans 17% des cas. Alors, ce n'est pas la majorité,
Mais ça montrait qu'on pouvait, dans 17% des cas, avoir une destruction complète de la tumeur mammaire juste avec 2 anticorps sans chimiothérapie. Bon, on aimerait bien avoir les biomarqueurs qui nous permettent de bien sélectionner la population chez qui on pourrait se permettre de faire ça de façon systématique. On ne l'a pas encore, je ne sais pas si on l'aura, mais en tout cas, c'était de démontrer que c'était faisable et que c'était particulièrement intéressant. Si on se focalise sur les problèmes de tolérance, globalement, là, vous avez les fractions d'éjection cardiaque des différents bras de traitement, et donc même avec 2 anticorps plus la chimiothérapie, vous voyez que certes, il peut y avoir parfois des diminutions de fractions d'éjection, mais on ne dépasse pas les 10 à 15% maximum de baisse de ces fractions d'éjection, et donc globalement un profil de tolérance sur le plan cardiaque qui est tout à fait similaire à ce qu'on a avec un seul anticorps, donc vraiment un signal, un feu vert sur l'utilisation avec les 2 anticorps. Pareil sur le profil de tolérance, les effets secondaires, ils sont, vous le voyez, quand on n'a que les 2 anticorps, la tolérance, elle est excellente. Quand on a, avec de la chimiothérapie, le fait d'avoir un anticorps par rapport à 2 anticorps, pour la plupart des effets secondaires, finalement, ça ne change pas grand-chose. Hein, et donc, c'est surtout les effets secondaires liés à la chimiothérapie et peu liés aux anticorps eux-mêmes. Éventuellement, il y avait un petit peu plus de diarrhée avec le pertuzumab. C'était la seule spécificité, je dirais, un peu de ce traitement. Mais pour le reste, c'est vraiment la chimiothérapie qui était le problème. Et donc, simplement pour souligner que maintenant, dans cette indication en néoadjuvant, il y a une AMM de l'utilisation des 2 anticorps plus la chimiothérapie, mais par contre, il n'y a pas le remboursement. Donc, voilà. C'est-à-dire que c'est indiqué, on peut le faire, mais ça n'est pas considéré comme étant encore validé pour un remboursement. Et que nos collègues américains, déjà depuis, ça fait 1 an et demi, voire 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, ont cette association disponible, et que ça a complètement changé souvent les indications, c'est-à-dire que comme on peut l'avoir en néoadjuvant, eh bien finalement on va augmenter les indications de traitement néoadjuvant, donc même pour des petites tumeurs, pour faire bénéficier les patientes de 2 anticorps qui sont particulièrement efficaces, eh bien on va avoir tendance à leur proposer ça d'emblée avant la chirurgie, ce qui permet aux patientes d'avoir ces 2 anticorps. Mais on ne leur donne que pendant la période préopératoire et pas forcément après. Donc pas en situation adjuvante, puisqu'en situation adjuvante, pour le moment, on n'a pas les résultats et on ne sait pas si ça améliore la survie sans récidive de mettre les 2 anticorps à visée adjuvante. Enfin, toujours dans les traitements récents, c'est la nouvelle génération justement d'anticorps monoclonaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter cette fois-ci de juste utiliser notre anticorps, donc le trastuzumab tout seul, mais on va y greffer une molécule, cette fois-ci cytotoxique, de la chimiothérapie. Nos collègues hématologues l'avaient déjà fait dans le traitement de lymphome, mais là, c'était le premier développement dans les tumeurs solides. Maintenant, c'est décliné dans tout un tas d'autres pathologies. Mais pour le cancer du sein, donc, on a greffé sur ce trastuzumab une molécule qui s'appelle la méthancine, molécule cytotoxique qui avait été recalée à l'examen de la phase 1, et donc là, qui était en session de rattrapage, puisque justement, elle était trop toxique. Clairement trop toxique, et surtout ça donnait justement des thrombopénies majeures, et donc il a fallu la ressortir des placards, et cette fois-ci on l'utilise donc à dose infime, puisque c'est juste une toute petite quantité qui va être greffée à l'anticorps, et qui va être délivrée directement au niveau cellulaire, donc notre anticorps qui s'accroche à HER2, le complexe, alors je ne sais pas si j'ai un nom, le complexe est internalisé et va se dégrader et libérer à l'intérieur de la cellule directement la chimiothérapie. Donc c'est vraiment la thérapie là vraiment ciblée dans tout ce que ça suppose, puisque ça va agir donc sur la polymérisation de la microtubuline, des microtubules, donc un effet antimitotique tout à fait classique. Et donc ce médicament a été testé en 2e ligne de traitement, donc les patientes avaient déjà reçu le traitement classique chimiothérapie plus Herceptine, plus trastuzumab, et si elles échappaient à ce traitement, on leur proposait donc un essai où on comparait notre TDM1, donc trastuzumab plus le DM1, donc cette méthancine accrochée à un linker, seul, contre le traitement de rattrapage classique jusqu'à présent, qui était donc une chimiothérapie orale, la capecitabine, le Xeloda, et l'apatinib, qui est une thérapie anti-HER2 ciblée, une petite molécule, un inhibiteur de tyrosine kinase, qui s'appelle le Tiverb. Donc,
les deux molécules ensemble, traitement de rattrapage classique contre TDM1. Et ce que ça a montré, là aussi, c'est très clair, un bénéfice en termes de survie sans progression, hein, donc 3 mois de différence, mais surtout, là aussi, pour clore là aussi le débat, c'est clairement un bénéfice sur la survie globale, hein, avec ce médicament, hein, donc en utilisant le TDM1 tout seul. Tout ça, ça a été publié après dans le JCO, dans le New England, pardon, dans l'année qui a suivi, hein, très clairement donc validant l'utilisation de ce TDM1. Alors ce TDM1, c'est de l'herceptine, donc globalement un très bon profil de tolérance. Il y a quand même un peu de chimiothérapie avec, donc ce n'est pas non plus anodin. Et donc ce qu'on remarque, c'est effectivement une augmentation des thrombopénies, quelques perturbations du bilan hépatique, hein, et un peu plus de fatigue que justement pas de l'utilisation d'un anticorps seul, hein. Et c'est vraiment cette toxicité-là qu'il faut surveiller, hein, à la fois le bilan hépatique et le taux de plaquettes, qui sont quand même les choses sur lesquelles il faut avoir l'œil. Par contre, pour ce qui est de la tolérance cardiaque, les taux de baisse de fraction d'éjection sont tout à fait comparables à ce qu'on a avec l'herceptine seul, hein, donc relativement modérés sur des patients qui sont surveillés sur le plan de la fraction d'éjection. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a maintenant pris le pas en deuxième ligne de traitement. Donc finalement, on se retrouve avec une première ligne de traitement, les deux anticorps, Pertu, Trastuzumab, avec la chimio. La deuxième ligne de traitement, maintenant, c'est le TDM1. Et il nous reste en troisième ligne, quand même, notre Lapatinib, hein, qui reste donc important, qui a sa place après, hein, mais qui, lui aussi, cette molécule, reste assujettie quand même à un certain nombre d'effets secondaires, et en particulier le premier effet secondaire à gérer, qui est le plus... parce que c'est des traitements en continu, qui est souvent la plainte principale des patients sous ce traitement, c'est les problèmes de diarrhée, qui peuvent être plus ou moins sévères, mais on a effectivement presque 10% de grade 3-4 de diarrhée avec ce médicament. Et dans les premières études où les gens n'ont pas fait forcément toujours bien attention sur le maniement de ce traitement, dans des pays où ce n'était pas forcément toujours aussi surveillé, où il y avait d'autres maladies infectieuses prédominantes plus que le cancer, il y a eu des décès toxiques dans un certain nombre d'études liées à des maladies infectieuses, se rajoutant à des diarrhées importantes liées au Lapatinib. Et donc on va avoir aussi parfois quelques rachs avec le Lapatinib, mais qui se gèrent là généralement plutôt bien. Donc il n'y a pas de modification du traitement la plupart du temps lié aux rachs, c'est plutôt réduction des doses liées aux effets secondaires sur le plan digestif. Et puis une tolérance cardiaque qui reste très bonne. Bon, Florent, je te vois guetter les... Donc c'est bon, j'ai le... je peux occuper le... Bon. Donc, après, c'est bien, j'avais des diapositives en backup, donc si je peux continuer. On avait donc, maintenant, il y a d'autres petites molécules ciblées qui pourrait être une alternative au Lapatinib, mais là pour le moment on est encore dans l'interrogation de savoir si c'est quelque chose, ça n'est pas du tout en AMM, hein, et ça reste des choses qui sont à l'étude, mais un essai tout à fait intéressant où on a montré qu'une autre molécule, le Neratinib, qui cible là aussi HER2, qui donc se donne Péros, si on le donnait après la fin du traitement adjuvant classique, donc l'un an d'Herceptine, Trastuzumab, si on le rajoutait ou non, quand on rajoutait ce médicament, on pouvait avoir un bénéfice de survie sans récidive avec ce médicament. Et là aussi, comme par hasard, l'effet secondaire, et c'est vraiment ce qui est le plus difficile à gérer et le plus inconfortable pour les patients, c'est les problèmes de diarrhée qu'on retrouve exactement avec cette molécule. Et le laboratoire qui fabrique ça et qui développe le médicament exige maintenant de tout investigateur d'avoir un entraînement spécifiquement gestion de la diarrhée certifié pour justement continuer à mener ces essais. Juste un mot peut-être sur les traitements anti-angiogéniques dans le cancer du sein. Là, par contre, on a une molécule qui est le bevacizumab, qui est déjà connue, largement utilisée dans beaucoup d'autres types de cancers, mais qui est plus l'objet là de discussion sur sa place réelle à maintenir dans le cancer du sein, parce que même si, dans tous les essais qui ont été faits lorsqu'on a ajouté ce médicament anti-angiogénique à la chimiothérapie, on a
si on cumule l'ensemble de ces études, clairement une augmentation des taux de réponse et là aussi une augmentation de la survie sans progression. Là aussi, il y a la courbe qui entre guillemets, qui fâche, mais qui interroge, c'est strictement aucun bénéfice en termes de survie globale. Et là, à l'inverse, nos collègues américains nous ont, là aussi, on va dire, devancé à tout point de vue, c'est-à-dire qu'ils avaient été les premiers à lui accorder l'autorisation de mise sur le marché, mais aussi les premiers à la retirer, cette molécule, pour le cancer du sein, considérant que le rapport coût-bénéfice, et quand je dis coût, à la fois il y a le coût financier, mais également sur le profil de tolérance, ne justifiait pas la poursuite de l'indication de ce médicament en première ligne métastatique. En Europe et en France, ça reste, l'AMM persiste en première ligne, associé à un taxane, qui est le paclitaxel en première ligne, et avec justement beaucoup d'interrogations de savoir sur quelle population réellement ce traitement est bénéfique ou pas, puisque effectivement, quand on veut avoir un taux de réponse plus rapide, plus élevé, bah effectivement, c'est quand même là quelque chose qui fonctionne par rapport à une polychimiothérapie. On a des taux qui sont tout à fait équivalents à ce que peut donner une polychimiothérapie. Donc ça reste indiqué. Et dans certains pays européens, par exemple, on a restreint l'indication uniquement dans des sous-types de cancer du sein, en particulier les cancers du sein triple négatif métastatique, ce que font par exemple nos collègues belges, ou dans d'autres pays, en disant voilà, on le garde, mais c'est vraiment très, très limité en termes d'indication. Mais il y a justement un certain nombre d'effets secondaires, donc à gérer les problèmes d'hypertension, les problèmes de perforation éventuelle, d'hémorragie, et puis éventuellement quelques problèmes au niveau cérébral, des leucopathies encéphaliques postérieures qui peuvent survenir. Mais ça, c'est des choses relativement rares, heureusement, mais c'est des choses à connaître parce qu'on peut avoir quelques syndromes neurologiques un peu particuliers sous ce traitement. Et je terminerai donc, dans ce cas-là, sur les interrogations qu'on a, puisque dans beaucoup de pathologies solides, il y a la définition de la place des traitements, les inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Dans le cancer du sein, pour le moment, on n'a pas de résultats réellement tangibles. Il y a ceux qui sont qui font le plus l'objet d'études spécifiquement pour ça, c'est les tumeurs dites triple négatives, où il y a plusieurs études qui sont en cours pour tester ce genre de médicaments, avec des études précoces qui montrent éventuellement certaines réponses, mais on est très loin, là, par contre, d'une utilisation approuvée de ce médicament. Ça reste toujours l'objet d'études, avec là aussi l'interrogation sur les profils de tolérance, sachant que les nouvelles générations de ces médicaments sont quand même beaucoup mieux tolérées que les premières, et en particulier les inhibiteurs de CTLA4, qui étaient là, qui sont encore difficiles à gérer. Et donc, c'est avec ces nouvelles générations qu'on va pouvoir plutôt continuer à évaluer le bénéfice que peuvent en retirer des patientes avec des maladies agressives comme les tumeurs triple négatives. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je veux simplement conclure que effectivement, il y a une meilleure tolérance globale de ces thérapies ciblées et puis certains succès tout à fait importants. Et c'est surtout l'histoire naturelle des tumeurs HER2+, qui a changé au cours de ces dernières années. Avant, on considérait que c'était une maladie plus grave avec un moins bon pronostic. Et maintenant, ce qu'on constate, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt devenu les formes quasiment les plus favorables. Mais ce n'est pas parce que c'est une thérapie ciblée que la toxicité est forcément moindre. Et il y a parfois donc des traitements qui sont particulièrement difficiles à gérer et la qualité de vie parfois altérée pour les patientes, même si les études avec l'éverolimus en termes de qualité de vie n'étaient pas significatives. Elles étaient montrées que comme il y avait une augmentation des taux de réponse, au final la qualité de vie était relativement équivalente quand on avait ce type de traitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Un grand merci Jean-Yves d'avoir tenu le temps dans l'autre sens. Et Laurent est arrivé. Avez-vous des questions pour le professeur Pierre Gat? J'aurais deux questions à te poser pour gagner encore un petit peu de temps pour que Laurent n'arrive pas en sueur. Bienvenue. La première question, tu vas parler de biomarqueurs d'efficacité. Ouais. Donc c'est certainement l'avenir pour les immunothérapies. Peut-être que c'est également à voir effectivement pour les anciens traitements ou ceux qui sont en cours de développement. Est-ce que tu as en tête des biomarqueurs de tolérance de ces différents traitements? Sur les biomarqueurs de tolérance, non, pas particulièrement. C'est vrai que par exemple, quand on prend les verolimus, donc toutes les thérapies qui vont cibler la voie mTOR, AKT, PI3 kinase,
on se focalise beaucoup sur les éventuelles mutations dans cette voie, sur les gènes impliqués, donc les mutations d'AKT, les mutations surtout de PI3 kinase qui sont fréquentes dans les formes justement de cancer du sein qui expriment les récepteurs hormonaux. Malgré les analyses qui ont été faites dans différentes études, aucun de ces profils mutationnels ne semble être particulièrement associé à un plus grand bénéfice de ces traitements. Et là aussi, dans l'autre sens, par rapport à la question de Florent, c'était qu'on n'a pas non plus identifié spécifiquement des populations, un polymorphisme particulier qui serait associé à une moins bonne tolérance de ces traitements. Mais c'est vrai que ces recherches sur l'hôte sont quand même moins souvent réalisées. On a une étude qui est en cours avec nos collègues de Nice, d'équipe de Gérard Milano, justement sur une très grande cohorte où on espère éventuellement pouvoir définir des profils associés à une association paclitaxel-bevacizumab en traitement anti-angiogénique et voir si on arrive à définir plus clairement un profil, justement, peut-être pas sur l'efficacité, mais au moins sur la tolérance. Et l'autre question, tu nous as parlé de thérapie orale. Est-ce qu'il y a des éléments qui se développent, c'est dans le plan cancer 3 en France, est-ce qu'il y a des éléments qui se développent pour le suivi de ces thérapies orales et de leur tolérance? Alors, en fait, c'est le côté officiel et l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a des directives disant qu'il faut mettre ça en place. Je vois mes collègues de Curie. Donc justement, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont faites. Par exemple, sur mon institution, il y a justement une consultation infirmière dédiée, etc., pour le suivi justement de ces chimiothérapies orales. Ça se développe ailleurs parce qu'on a besoin de conseils et de pouvoir savoir à qui demander des renseignements, la gestion de ces effets secondaires. Mais c'est le problème de la reconnaissance de ce métier, de cette spécificité, de cette compétence. C'est-à-dire c'est la reconnaissance de la consultation infirmière qui va être un premier screening des difficultés avant de renvoyer éventuellement sur le médecin en fonction des niveaux de gravité. Et là aussi de valorisation de nouveaux métiers. Et donc, justement, il y a des initiatives de l'ARS, il y a des programmes qui sont mis en place pour ça, justement pour essayer de qualifier cette compétence. Voilà. Donc, il y a ça dans le sens, mais pour le moment, ça, entre guillemets, ça rapporte 0 francs, 0 euros, 0 dollars à l'institution. Et dans un monde, effectivement, où les contraintes économiques et le temps sont de plus en plus limitées et contraints, c'est un problème. Ouais.